Dans les années 1960-1970, Joseph Gosfield, un chercheur de l'École de Chicago, s'est intéressé à la construction de ce qui pose problème dans l'espace public. Un petit peu comme tous les chercheurs de l'École de Chicago, se sont intéressés aux interactions sociales. Chicago était particulière. Au milieu du 20e siècle, il y avait des afflux de population, surtout autour de l'industrie automobile des Grands Lacs. Joseph Gosfield s'est intéressé plus précisément à la question de l'association entre l'insécurité routière, les accidents de la route et l'alcool au volant. Parce que quand il demandait des questions aux personnes, qu'est-ce qui vous fait penser à l'insécurité routière ou aux accidents de la route, les gens répondaient automatiquement à la question de l'alcool au volant. C'est aussi dans un contexte de prohibition, pas de prohibition, mais d'enjeux moraux qui étaient accolés à la consommation de l'alcool. On a cette façon d'associer des informations les unes entre les autres rapidement. C'est une stratégie de nos cerveaux pour dépenser le moins d'énergie possible. Donc, stratégie régulière, normale. L'enjeu, c'est quand, en fait, on puise dans des informations qui sont soit fallacieuses, ne sont pas tout à fait ancrées dans les résultats scientifiques, ou encore, elles ne sont pas, elles sont ancrées parfois dans des préjugés. C'est un petit peu dans cet univers-là que j'ai envie de vous amener ce soir, de la construction, de la déconstruction de phénomènes sociaux, plus particulièrement la question de l'itinérance et de voir comment on a construit ce phénomène-là en problème social et surtout en problème d'individu. On se déplace en Europe, quelques siècles en arrière. Jusqu'à l'industrialisation, il y avait peu de déplacement des populations. Monsieur, madame, tout le monde, le peuple commun. Pas ceux qui allaient à la guerre ou qui étaient bourgeois et aristocrates puis qui pouvaient se payer des vacances ou avoir plusieurs demeures. Là. La masse des gens ne se déplaçait pas. Elles naissaient, vivaient, mouraient dans le même endroit. Il a fallu attendre à l'industrialisation justement pour qu'il commence à y avoir des déplacements de population. Et on arrive en Amérique avec la colonisation des peuples. Bon, on n'est pas tout à fait dans le même timing, là, mais... avec la colonisation des territoires puis des peuples, il y a eu l'imposition d'une manière d'habiter. Donc, importé par les Européens, on habitait dans un format, la question d'avoir un logis qu'on possédait ou qu'on occupait, que quelqu'un d'autre possédait, dans la sédentarité. Ça a été la même chose qu'en Europe. Il a fallu attendre l'industrialisation pour qu'il y ait des mouvements de population qui soient socialement acceptables, aussi, qui soient possibles, qui soient socialement acceptables. Une association qu'on fait peut-être à ces mouvements de population-là autour du milieu du 20e siècle, c'est la question des hobos, donc ces personnes qui se déplaçaient aux États-Unis au travers avec les trains pour chercher du travail. Il y a certains historiens qui en parlent comme une façon aussi de réguler la pauvreté. Donc, ces personnes-là arrivaient à se déplacer pour subvenir à leurs besoins, subvenir aux besoins de leur famille. Par contre, c'est là qu'on a vu apparaître les premières formes d'errance urbaine, quand, dans les transformations économiques et sociales, ces personnes-là se regroupaient, restaient dans l'espace public ou dans certains endroits de manière plus massive. C'est aussi là où on a vu apparaître les premiers refuges pour hommes en situation d'itinérance. Ici, un refuge sur la rue Yonge Street à Toronto, qui permettait en fait de retirer des masses d'hommes, dans ce cas-ci, de l'espace public pour s'assurer qu'il n'y ait pas de désordre public, justement, qu'il n'y ait pas de jeux, gambling, de consommation dans l'espace public, à des moments aussi où les personnes se retrouvaient entre des périodes de travail. Donc, première pratique d'intervention pour s'occuper de l'errance urbaine par le retrait des populations de l'espace public et le passage dans des refuges. Cette façon de réguler l'itinérance, ou en tout cas de changer les mouvements de population dans l'espace public demeure encore aujourd'hui. On le voit encore, l'importance des refuges, ce qu'ils ont, puis même un peu le rôle qu'ils continuent d'avoir de retirer des populations de l'espace public. Avec la transformation de l'État social vers un État-providence, les modes de gouvernance ont changé, vers un État libéral, néolibéral, l'errance urbaine, elle s'est changée en itinérance. C'est ce qu'on explique aujourd'hui la question de la précarité résidentielle. Elle ne s'explique pas que par des personnes qui se déplacent pour chercher un travail. On va même un peu plus loin dans une conception où on intègre des éléments macro-sociologiques où des personnes passent parfois au travers des filets de sécurité, puis ça fait en sorte qu'elles se retrouvent dans des cumuls de rupture. Donc,
certes, la question de la précarité résidentielle, elle explique en grande partie l'itinérance, mais pas que. On se rend compte qu'il y a un ensemble d'enjeux autour de ça, de processus qui fait en sorte que les personnes, par le cumul de nombreuses ruptures, par leur relation aussi avec des institutions, se retrouvent dans des interactions ou en tout cas se voient accoler un peu une image, encore une fois, de personnes qui engendrent du désordre dans l'espace public, qui peuvent éventuellement même entraîner du chaos dans l'espace public. La manière dont on catégorise les populations, c'est en lien avec nos valeurs, les valeurs qu'on met de l'avant. C'est aussi en cohérence avec les pratiques d'intervention qu'on met en place. Donc, on s'organise socialement autour de 3 valeurs phares de nos sociétés, assez importantes. C'est la question du travail salarié, donc avoir un travail. La question d'avoir un domicile, qui est un peu expliquée par des historiens, justement, par l'adoption de comportements familiaux, la reproduction de comportements familiaux. Et puis une autre valeur qui n'est pas tout à fait au même niveau que la question du domicile et du travail salarié, mais c'est celle de l'autonomie, qui est vraiment une valeur phare des sociétés américaines d'aujourd'hui. Donc, avoir un domicile, avoir un travail salarié et être dans une situation d'autonomie, c'est la manière dont on s'organise, même la manière dont on organise nos politiques sociales, nos droits et nos devoirs, et puis la manière dont on se constitue aussi en termes d'identité, c'est probablement une des premières choses que vous dites quand vous rencontrez quelqu'un. Ben salut, tu viens d'où? T'habites où? Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles dans quel domaine? Puis quand une personne vous dit, ben je n'ai pas de travail, je suis invalide, ou j'habite dans tel quartier, ça l'amène toutes sortes d'associations qu'on fait. Ah oui, toi, tu viens de Longueuil, OK, la Rive-Sud. Je viens de Longueuil, pour vrai. Donc, ça nous amène des associations. On garde cet univers-là d'associations. L'enjeu avec d'avoir mis ces valeurs-là de manière centrale, c'est que les personnes qui n'adhèrent pas à ces valeurs-là, on les perçoit comme étant contre-normatives, qu'elles ne sont pas dans une normalité, une normativité régulière. Puis, on va faire en sorte que nos pratiques d'intervention, comme je vous disais, vont remettre ces valeurs-là au centre de leur vie. Donc, les principales pratiques d'intervention qu'on met en place, c'est, encore une fois, la gestion spatiale, la gestion pénale. Ça demeure des stratégies qui sont importantes. On est encore très inconfortable avec l'installation de personnes dans l'espace public. On perçoit les sacro-saints trottoirs comme des lieux de transit et pas des lieux qu'on peut occuper. Et puis, avec certaines modifications réglementaires, les parcs sont fermés la nuit, en demi-nuit à 6 heures. Les personnes ne peuvent pas dormir dans les parcs. Donc, on s'assure que le rapport à l'espace extérieur public, il demeure un rapport de transit, puis pas dans la permanence. Pourtant, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à la qualité de l'air dans les bâtiments. Ça n'a pas vraiment rapport, mais vous allez voir où je veux venir. Qui se sont intéressés à la qualité de l'air et se sont rendus compte qu'en fait, 93% des personnes sont dans des intérieurs, que ce soit dans un travail salarié ou dans un domicile. Et donc, on utilise très peu l'espace extérieur au Québec. C'est un petit peu dommage, en plus de ça, ne pas l'utiliser, mais s'assurer que personne ne puisse l'utiliser. Donc, 3 valeurs fortes, pratiques d'intervention qui sont en cohérence avec ça. Je vous ai dit gestion spatiale, gestion pénale. Est arrivée aussi la gestion sociale, très importante. Les pratiques d'intervention, elles sont au cœur aujourd'hui des pratiques d'intervention pour les personnes en situation d'itinérance. Elles sont toutefois en cohérence avec nos valeurs, c'est-à-dire que les pratiques d'intervention qu'on met de l'avant, elles visent la réinsertion sociale par l'emploi ou pour l'emploi, pour s'assurer que les personnes sont habilitées à travailler et qu'elles soient dans un rapport d'autonomie. On demeure quand même inconfortable avec la dépendance aux institutions sociales. Et la question du logement, elle demeure centrale à nos programmes d'intervention aujourd'hui, à un point tel où parfois c'est un peu ironique dans des villes où il y a des crises de logement assez importantes. Donc, comment on peut centrer l'ensemble de nos pratiques d'intervention sur la réinsertion en logement alors qu'il n'y a pas vraiment de logement ou qu'il y en a mais qui n'est pas abordable. Donc, post-pandémie, on voit une augmentation de l'itinérance visible. Augmentation de l'itinérance visible, augmentation de l'itinérance invisible aussi. On a de la misère à la saisir d'un point de vue de la recherche puis d'un point de vue de l'organisation des services. Donc, on va se centrer sur l'itinérance visible.
Augmentation de l'itinérance visible, augmentation des conflits dans l'espace public, de partage. Il y a énormément de tensions, ça fait régulièrement les manchettes, les enjeux de cohabitation. On sent que la grogne des riverains et des riveraines, elle est assez importante, en fait. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un couple, une association qui se fait parfois entre les pratiques d'aménagement et l'itinérance, puis on associe souvent les pratiques d'aménagement au design hostile, à l'architecture hostile. Donc, on se rend compte que quand on s'intéresse plus particulièrement à ce que les aménagistes pourraient faire pour l'espace public, souvent on le voit sous le compte de ces pratiques d'aménagement-là. Avec les chercheurs de mon équipe, on a décidé de s'intéresser à ça. Comment ça que quand on pense à l'architecture et aux pratiques d'aménagement, on pense souvent au design hostile, à l'architecture hostile. Dans ce cas-ci, ce sont des pics, comme vous pouvez le voir, qui empêchent les personnes de s'asseoir. Très, très souvent, on va expliquer que c'est plutôt pour pas que les pigeons s'installent, mais bon, l'analogie, elle est rude parfois pour certaines populations. Cette photo-là, elle a été prise, je l'ai prise d'un événement qui a eu lieu il y a 2 semaines à Paris, qui s'appelle la cérémonie des Pics d'or, et ils ont remis un prix à Marseille pour ce magnifique design, qui est, somme toute, assez beau, en fait, assez esthétique, on le voit pas, et c'est la force du design hostile, puis des pratiques d'aménagement hostile. Quand on n'est pas concerné par la mesure, on ne s'en rend pas compte. Ça se fond dans le décor. C'est la même chose avec, par exemple, les couvercles qui sont installés de manière solide sur les poubelles, ou les personnes qui font du recyclage, elles sont embêtées, en fait, qu'elles ne puissent pas retirer le couvercle. Donc, toutes sortes de petites mesures comme ça d'organisation des installations dans l'espace public qui sont hostiles pour les personnes en situation d'itinérance et qui ne paraissent pas trop pour le reste de la population qui n'a pas ce type d'usage-là du mobilier urbain. Avec mon équipe, on a décidé de s'intéresser à ça, de voir en fait comment on ne peut pas décristalliser cette association-là assez négative entre les pratiques d'aménagement et les personnes en situation d'itinérance. Puis on s'est dit, OK, il doit y avoir des précédents en matière d'architecture qui s'intéressent plus à l'aspect inclusif de la chose. Donc, je travaille principalement avec Architecture sans frontières Québec, avec des architectes, puis aussi avec des étudiantes au doctorat en travail social, pour comprendre ces dynamiques-là d'invisibilisation puis de visibilisation des personnes en situation d'itinérance par les pratiques d'aménagement. On a fait une recherche documentaire, on a trouvé 150 projets dans le monde occidental qui traitaient spécifiquement de l'itinérance, donc des projets de design. Il n'y a pas encore eu de recherche sur architecture et itinérance, outre ce que nous, on commence à faire, là. Donc, on n'a pas trouvé d'articles scientifiques, mais on a trouvé toutes sortes de projets qui étaient documentés, photographiés, puis qui ramenaient toutes sortes de caractéristiques, puis des démarches qui étaient faites pour soutenir, en fait, pour visibiliser d'une bonne manière le mode de vie en situation d'itinérance, pour ne pas, en fait, invisibiliser les personnes. On s'est intéressé à une définition, on est parti d'une définition d'un philosophe suisse, Gabriel Moser, qui s'intéresse aux personnes relations milieu. C'est un courant dans les pratiques d'aménagement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que je suis une sociologue qui travaille en travail social et qui s'intéresse aux pratiques d'aménagement. Donc, mon savoir, là, il s'est agrandi. Ça se pourrait que je me trompe, mais soyez indulgents et indulgentes. Donc, Gabriel Moser s'intéresse aux relations personnes-milieu et il définit que le bien-être dans le rapport à l'espace, c'est la somme, l'adéquation entre les aspirations et les besoins d'une personne par rapport à un espace et les conditions de cet espace-là. Donc, le possible, les possibles. Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec cet espace-là? Puis est-ce qu'on arrive à répondre aux besoins et aux aspirations des personnes? Si on se centre là-dessus, on produit du bien-être. Pas juste pour les personnes en situation d'itinérance, pour tout le monde. Nous, on l'a appliqué aux pratiques d'aménagement qui étaient destinées aux personnes en situation d'itinérance. On est parti de 150 projets, on a trouvé 200 gestes d'aménagement qu'on a catégorisés en 5 grandes catégories, puis c'est ce que je vais vous montrer à l'instant. La première catégorie, c'est les gestes qui reconnaissent le droit à la ville.
Le droit à la ville, c'est compliqué. C'est parfois vu d'une manière large dans le champ juridique sur vraiment le droit de cité. Hein. Est-ce qu'on a le droit qui a le droit d'occuper l'espace, de quelle manière? Nous, on l'a pris sous un autre angle par rapport aussi à la question de façonner la ville. Comment on arrive à intervenir, à s'approprier des éléments de la ville. Et puis, il y a certains chercheurs, Henri Lefebvre, David Harvey aussi, des chercheurs marxistes, qui vont dire, en fait, les personnes qui détiennent la capacité de façonner la ville, à qui la ville leur appartient un petit peu plus, en fait, c'est ceux qui détiennent les capitaux économiques, sociaux. Donc, c'est les personnes qui sont capables d'acheter des propriétés centrales au centre-ville, ou qui ont aussi même la capacité symbolique de s'impliquer dans des processus de consultation, de changement, de réglementation, de zonage. Donc, ont la capacité de façonner la ville. Puis nous, on s'est intéressé, en fait, comment on peut s'assurer que tout le monde peut être capable de façonner la ville à sa façon, ou même ne serait-ce que d'accéder à des endroits qui sont un petit peu plus centraux, sans nécessairement dépenser de l'argent. Donc, comment qu'on peut vivre dans des centres-villes qui sont généralement très prisés, touristiques, où il y a beaucoup de spéculation immobilière, puis où il y a même une forme encore d'assainissement de la population, toujours dans cette idée d'éviter le chaos, le désordre public, puis même la saleté d'une certaine manière. Association qu'on fait malgré tout avec les personnes en situation d'itinérance et ce qu'elles amènent avec elles. Donc, de créer des espaces sociaux démocratisés, l'Esplanade Tranquille à Montréal est un superbe exemple de ça. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le quartier des spectacles, juste à côté du quartier des spectacles, dans le fond, l'espace, il est différent l'été comme l'hiver. Ça, c'est une photo de l'été. Durant l'hiver, il y a une patinoire autour. Ils enlèvent les tables, ils font une patinoire qui est accessible. L'été, ce que vous voyez, le bâtiment, il est libre d'accès. On n'a pas besoin d'acheter un café. Il y a des toilettes, des espaces de travail collectifs, des petits espaces aussi avec des beanbags. Il y a une personne de la ville qui travaille avec laquelle on peut interagir. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas dormir dans l'espace. La personne qui travaille à la ville va aiguiller les personnes qui dorment vers d'autres endroits, mais il y a une hyper grande tolérance dans ce lieu-là de toutes sortes d'usages. Donc, cette idée d'avoir davantage d'espaces démocratisés dans des centres-villes, très intéressant. L'autre chose aussi, c'est, peut-être vous en avez entendu parler, il y en a beaucoup en Europe, l'idée des cafés suspendus ou des repas suspendus. Donc, d'aller dans un café, de payer son café à soi, puis un autre café en prévision de quelqu'un qui va pouvoir aller dans le café puis dire « j'aimerais savoir un café ». Puis la personne, elle arrive à accéder au centre-ville, aux endroits qui sont fun, sans nécessairement avoir à dépenser de l'argent, à passer incognito dans ces espaces-là. Ça l'amène à une autre catégorie de gestes qui est celui de faciliter la cohabitation sociale. Cette photo-là, elle est un peu à cheval entre pouvoir accéder de manière démocratique aux espaces centraux et faciliter la cohabitation sociale. Un des enjeux que plusieurs organismes rencontrent, c'est la question de l'accumulation des objets. Les personnes en situation d'itinérance ont peu de lieux pour pouvoir poser leurs objets. Il y en a, mais il y en a très peu. Et ce qu'on se rend compte aussi la recherche avec les démantèlements successifs qui se passent dans les 4 dernières années, les gens ont tendance à accumuler encore plus comme réaction à la perte constante de leurs objets. Quoi faire avec ces petits bagages qu'on transporte? Donc, ça, c'est une photo que j'ai prise l'hiver dernier. À l'Esplanade Tranquille, on voit la banquette, la bande de la patinoire juste à côté. C'est un espace que les personnes peuvent utiliser pour aller poser leurs patins. Les containers, ce n'est pas toutes les villes qui le permettent, mais ils permettent tout de même quand c'est permis. Puis d'ailleurs, la réglementation des villes, ça change. Ils permettent un usage qui est hyper versatile. Il y a le SPVM, donc le Service de police de Montréal, qui s'en est servi avec son projet E égale MC2, où plusieurs intervenants, l'itinéraire et tout, se sont appropriés un espace dans un conteneur pour rencontrer des gens, pour que des gens viennent à leur rencontre. Il y a des installations aussi dans l'Ouest canadien avec des conteneurs de toilettes, de douches. Donc, il y a moyen de faire quelque chose aussi qui n'est pas nécessairement dans la permanence avec les conteneurs et qui permet de répondre à des besoins comme, justement, certaines tensions dans l'espace public qu'il y a par les objets, comme je vous disais. La cohabitation, elle est mise à mal dernièrement. On ne va pas régler ça ce soir, mais quand même, ce qu'on se rend compte, c'est que les populations doivent se rencontrer.
Pour faciliter la cohabitation, il y a un enjeu de préjugés. Il se passe énormément de choses qui se disent. C'est ça aussi avec les réseaux sociaux. L'information va vite, l'information n'est pas toujours juste. Un des plus grands mythes, c'est la dévaluation des propriétés privées quand un organisme communautaire va s'installer dans le quartier. Ce n'est pas vrai. La maison ne perd pas en valeur. Mais par contre, c'est quand même quelque chose qu'on a retrouvé ça beaucoup, même dans des recherches aux États-Unis là, sur cette question-là. Donc, il faut travailler à percer, briser certains préjugés. Puis on se rend compte que c'est vraiment en faisant se rencontrer des populations qu'on arrive à connaître l'autre, à aller vers l'autre. Par contre, vous le savez, l'itinérance, ça génère beaucoup d'émotions. Puis les personnes qui vivent ces situations-là aussi vivent énormément de violence dans l'espace public. Donc l'idée, c'est de faire se rencontrer des populations sans nécessairement que ce soit autour du thème de l'itinérance. Ce que les recherches démontrent, c'est que l'art, a quand même une part thérapeutique et sert de médium de rapprochement sans nécessairement qu'on s'attaque à la question d'itinérance. Il y a de plus en plus de ruches d'art. Ça, c'est le projet Sherpa de pêche à Québec, où il y a un espace où les personnes peuvent venir bricoler ensemble. Donc, personnes en situation d'itinérance, usagers de services et personnes riverains, riveraines qui habitent autour, puis qui se retrouvent autour d'un café ou autour d'un bricolage ou une quelconque activité, avec des intervenants sociaux, de la médiation sociale qui permet à ce que des populations se rencontrent, puis en sachent un peu plus sur les uns et les autres. Donc, ruche d'art, c'est une façon de faire. Il y a d'autres façons de faire. Dans chacun des gestes que je vous présente, des catégories, je vous présente quelques gestes. Là. Il y en a beaucoup plus que ça. Donc, à l'échelle de la ville, la question du droit à la ville et de faciliter la cohabitation. De miser aussi sur l'intervention sociale. La médiation sociale. De faire se rencontrer des populations, comme je vous le disais, ça peut être hyper violent, d'avoir une activité qui est diverse entre les deux, qui permet de rejoindre les sociabilités, mais d'avoir aussi un médiateur ou une personne qui est un peu à l'extérieur de ça, ça l'aide aussi à favoriser en fait cette rencontre-là. Un autre élément, c'est la question de la conception en elle-même. On s'en va dans une autre échelle, on quitte la ville. Ici, vous voyez une maquette qui a été faite par une personne du collectif Dehors de Dehors, qui sont des personnes qui vivent la précarité résidentielle, avec lesquelles on travaille. On a fait une communauté de pratique entre des architectes, des aménagistes de manière générale, des designers et des intervenants sociaux pour comprendre comment on fait, en fait, pour inclure des personnes en situation d'itinérance dans les projets de conception, de design qui les concernent. Puis c'est ce qu'on se rend compte dans la conception de manière générale de projets. Les personnes concernées sont peu consultées pour toutes sortes de raisons. Donc, dans le processus, un processus qui serait davantage inclusif, il y aurait le fait de pouvoir entendre les voix des personnes concernées. Ça demeure un enjeu, ça demeure difficile. Dans l'exercice qu'on a fait avec la communauté de pratique, on a fait des rencontres avec les personnes du collectif Dehors de Dehors, qui est devenu le collectif Dehors de Dehors en parallèle. Le tempo était différent. Les personnes dormaient en campement. Certaines de ces personnes dormaient en campement. Donc, arriver à une réunion à l'heure, ça demandait des aménagements. Ça demandait aussi que ces personnes puissent se poser avant d'être prêtes pour aller à des réunions. Puis, on s'était dit que c'était peut-être pas tout à fait le moment d'emblée de faire se rencontrer ces groupes-là, où les professionnels avaient aussi des idées claires, dynamiques, intéressantes, mais qui peuvent parfois être en décalage avec les idées vécues de personnes qui retournent au campement par après. Donc, entendre la voix des personnes, ça peut se faire de plusieurs façons. C'est sûr qu'on n'est pas super bon dans la consultation, même ne serait-ce que la consultation publique. On doit aller vers certaines populations, puis des fois, on manque de moyens pour aller vers les populations. C'est là où le travail social, l'intervention sociale rentre en ligne de compte. Les intervenants servent parfois de porte-voix pour passer les idées, faire entendre certaines idées. Là, on travaille de plus en plus pour accompagner les personnes à ce qu'on puisse entendre directement leur voix. Donc, ça demeure quand même des défis puisque ça peut, comme je vous disais, aussi être des lieux où il y a quand même une forme de violence symbolique. En travail social, on parle souvent de safe space.
Dans ce cas-ci, l'idée, c'est d'amener les gens vers des brave spaces, donc de prendre des risques, mais toujours des risques mesurés. Donc, la quatrième catégorie de gestes, c'est celle d'aménager des lieux sûrs. Perdre son logement entraîne énormément de traumatisme. La perte de lieux, la vie de lieu à soi, la vie sous le regard des autres, c'est une vie de contrainte. Et quand les personnes cherchent à changer, de sortir de la rue, ou en tout cas de passer vers d'autres types d'habités, de se retrouver dans des intérieurs, c'est pas toujours simple non plus. Il y a énormément de lieux qui sont, malgré eux, quand même infantilisants, où on a peu de marge de manœuvre dans les espaces, ne serait-ce que à cause du volume de personnes, d'aller dans un refuge, de devoir prendre ta douche en arrivant, après ça de manger, de se faire offrir un T-shirt, des chaussettes. Les vêtements qu'on a sont à la lessive, ça peut sembler normal, ou en tout cas intéressant, ou logique, mais les personnes qui doivent se dévêtir ou prendre des douches, ça se fait pas nécessairement à leur rythme ou au rythme qu'elles le voudraient. Puis parfois aussi, ça se fait dans des files d'attente constantes, pour aller aux douches, pour aller à la cafétéria, pour aller au dortoir par après. Puis même les dortoirs, certains, de plus en plus, les accueils de nuit, les refuges font des dortoirs où il y a 2 à 4 personnes et plus des dortoirs à 80 ou à 100 personnes. Il en demeure pas moins que parfois, dans la majorité de ces endroits-là, il n'y a pas de porte pour la sécurité des personnes. Ça crée une absence de lieu d'intimité où pouvoir vivre une vie sans contrainte comme ça se passe en fait aussi sous la rue, dans la rue, sous le regard des autres. Donc, l'idée d'avoir des lieux qui sont safe, un safe haven, c'est aussi ça, de pouvoir permettre à des gens d'avoir une vie une vie où il y a moins de restrictions que la vie à la rue ou proche de la rue, et avec des possibilités d'aménager, de se réapproprier son environnement. Ici, on voit l'intérieur d'un studio de Winzirast à Vienne, en Autriche, qui ont réaménagé un building dans lequel il y a des studios pour personnes en situation d'itinérance et des studios pour personnes étudiantes, et au rez-de-chaussée, un café, donc ouvert à tout le monde. Puis dans les studios, on voit des panneaux en liège où on peut déplacer le mobilier pour le rendre à son goût dans son espace. Ça c'est magnifique, là, c'est fancy. Ça peut se faire à une plus petite échelle aussi. On a vu dans cette recherche-là des rideaux qui sont placés sur des lits à 2 étages pour que les personnes puissent avoir un petit moment d'intimité. On a vu dans des lits à 2 étages des tableaux, tout simplement, avec une craie ou un crayon pour que la personne puisse écrire son nom. C'est à moi cet espace-là, même si c'est pour 24 heures. Donc, l'idée de pouvoir personnaliser son espace, d'avoir un espace pour charger son téléphone, ça peut nous sembler anodin, mais il y a très peu de ces espaces-là présentement dans les plus vieux organismes communautaires. Dans cette idée-là d'aménager un lieu sûr, les aménagistes ont piqué un concept aux praticiens des soins, la question du trauma-informed care, donc les soins qui sont soutenus, informés par les traumas des personnes. Et puis là, on voit cette pratique de trauma-informed design, donc de prendre en compte le fait que les personnes, quand elles sortent de la rue ou se retrouvent dans les intérieurs, elles arrivent avec leur trauma. Donc, de créer cette intimité-là, puis ces possibilités d'aménagement-là, c'est aussi une façon de reconstituer son identité, puis de pouvoir se réapproprier un bout de sa vie, une part de sa vie. Dernière catégorie de pratique d'aménagement, c'est la question de l'autodétermination. Je vous disais tantôt, on entend peu la voix des gens concernés dans des pratiques d'aménagement, de consultation à toutes les différentes échelles. Puis on se rend compte, là, c'est la même chose avec la manière d'habiter, les manières d'habiter les villes. Manière d'habiter, oui. Donc, voyons, j'ai un petit blanc, là. Soutenir l'autodétermination des personnes, oui. Donc, on a cette idée de sédentarité, d'habiter un logis unique qu'on possède ou qu'on occupe, que quelqu'un d'autre possède. Et puis, l'habiter, on le perçoit vraiment comme étant quelque chose qui se passe entre 4 murs en dur avec un toit.
Ce qu'on s'est rendu compte, par contre, c'est qu'on peut séparer l'action d'habiter, le mode d'habiter, de l'habitat, en fait. Et donc, si on s'intéresse aux gestes, bien, les gestes, ils peuvent se poser dans plusieurs types d'endroits, pas nécessairement entre quatre murs en dur à soi. Donc, qu'est-ce que c'est que l'habiter? Certains chercheurs, une équipe en particulier, l'équipe de Pascal Pichon en France, s'est intéressée à la sortie de rue, puis se sont rendus compte qu'en fait, peu importe le cadre bâti, il y a des personnes qui vont sortir de la rue, avoir la stabilité résidentielle, dans un appartement en colocation ou dans un studio tout seul. Puis d'autres, ça ne marchera pas un studio tout seul, ça ne marchera pas un appartement en colocation. Donc la qualité, le cadre bâti n'a pas tant d'importance, c'est ce qui se produit à l'intérieur, dans un intérieur. C'est d'avoir un intérieur et que cet intérieur-là puisse produire du chez-soi. Donc, cette équipe se sont concentrées sur qu'est-ce que c'est le chez-soi. Elles ont découvert que ça tourne autour de 4 caractéristiques. Donc, c'est les possibilités d'aménager, je vous en ai parlé tout le long. L'attachement, c'est aussi des attachements. Donc, ces catégories, les caractéristiques du chez-soi peuvent être au singulier comme au pluriel. Donc, aménagement, attachement, ancrage puis appropriation. Je pense qu'on l'a bien vu dans les photos. Quand ces caractéristiques-là peuvent se déployer, le chez-soi risque de survenir et là, les personnes peuvent aller davantage vers une stabilité résidentielle et ce, peu importe le type de cadre bâti qu'il y a autour. Ça m'amène donc à conclure avec cette idée que, en fait, tout ce que je vous ai dit, ça ne supplée pas au droit au logement. Les droits, de manière générale, ça ne va pas très bien, certainement pas pour les personnes en situation d'itinérance ou au croisement de nombreuses vulnérabilités. Et puis, tout ce que je vous dis, ce n'est pas un désaveu par rapport au logement, c'est plutôt de reconnaître la créativité de personnes par leur stratégie de débrouille qu'elles ont mis en place pour habiter dans des lieux qui ne sont peut-être pas nécessairement conçus pour ça, mais quand on se concentre sur les caractéristiques du chez-soi, on peut trouver énormément de traces d'habiter dans la ville. Donc, l'idée, c'était de vous fournir aujourd'hui toutes sortes de nouvelles images, idées pour faire des associations différentes par rapport à la manière d'habiter la ville, puis à déconstruire, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une vie passée à la rue ou proche de la rue. Merci.